Bien, merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Miller et Secton, pour votre présentation. Je vais proposer maintenant à Madame Blanarou de prendre la parole pour sa euh, présentation. Merci. Merci pour l'opportunité d'être là. Merci au présentateur Bien, antérieur par Madame. des perspectives très intéressantes. J'essaie de partager mon écran. Euh, mais je ne sais pas. Non, un moment. J'ai un petit problème. Je ne trouve pas mon présentation. Euh, Je n'arrive pas, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, oui. Ah, c'est... J'ai un petit problème. J'ai préparé une présentation, mais j'arrive pas de le partager. Je ne sais pas comment faire. Ça ne me permet pas. Comme ça, malheureusement, je dois seulement lire. Est-ce que en dessous de votre écran, vous avez partagé l'écran ou pas? Tout à fait en Oui, dessous. oui, j'ai mais il ne me laisse pas d'arriver au bureau. Je ne sais pas pourquoi. Portion d'écran. Bon, je crois qu'on perd le temps. C'est Il me semble qu'il faudrait rendre Amalia hôte ou co-hôte de la session pour qu'elle puisse partager. euh, euh, tu veux répéter, s'il te plaît, Nathalie? Oui, Jean-Marie, j'ai l'impression qu'il faudrait que Amalia puisse être co-hôte de la réunion pour qu'elle puisse partager son écran. Sinon, ça va Ah, bloquer. partager. Non, Ah, non, c'est... hmm. Sinon, j'ai le PowerPoint. Je pourrais peut-être le montrer moi-même, mais il faudrait que vous me disiez. Je vais voir si ça marche d'abord. Et puis, il faudrait que vous me disiez quand il faut. Merci. Attendez, parce que ben, je ne vois plus rien maintenant. Alors, vous voyez ça? Oui, oui. Ah, voilà, ça fonctionne. Oh, merci. Euh, Mhm. bon, selon la coutume romantique, la plupart des études pour piano ont été écrites par des compositeurs qui étaient également des interprètes. Ligeti n'est pas de cela, et il peut sembler surprenant que, contre cet état de fait, il se soit tourné vers le genre de l'étude pour piano. Le compositeur nous explique la raison qui a déclenché sa démarche créative en disant, sans doute, est-ce l'effet des limites de ma propre technique pianistique. On sait qu'il a commencé à étudier le piano assez tard,
14 ans. Elle n'arrivait jamais à être une très bonne pianiste, mais il quand même bien l'aimait connaître le piano. Il tient à souligner que ses œuvres échappent à toute classification. Elles ne sont pas ni avant-gardistes, ni traditionnelles, ni tonales, ni atonales, et certainement pas postmodernes, car la théâtralisation ironique du passé m'est tout à fait étrangère. Sans avoir jamais écrit un schéma de relations synesthésiques, Ligeti a déclaré à plusieurs reprises que pour lui, l'image mentale des sons est associée à des formes géométriques et à des couleurs. En regardant ces partitions et en écoutant ces études, nous sommes capables d'imaginer la complexité de la pensée qui les sous-tend. Les études sont composées au cours de la dernière période de sa vie. Et ces études représentent certainement l'apogée de la créativité pianistique de Ligeti. On y trouve une synthèse de la conception musicale du compositeur et surtout le fondement d'une nouvelle virtuosité pianistique. Il déclare: je pose mes 10 doigts sur le clavier et j'imagine de la musique. Mes doigts reproduisent cette image mentale au fur et à mesure que j'appuie sur les touches, mais cette reproduction est tout à fait inexacte. Une rétroactivation se produit entre la conception musicale et l'exécution tactile et motorique. Pour le deuxième cahier d'études, Ligeti avait initialement prévu 6 études, mais il en a résulté, comme on bien sait, 9. Comme le premier cahier, comme dans le premier cahier, les études ont des titres suggestifs et portent chacune une dédicacée. Ici, sur cette image, on voit le projet pour le deuxième cahier, d'où on voit que les premières 3 sont finalisées et les autres 3 se sont transformés ou abandonnés un petit moment. Sur le slide suivant, s'il vous plaît, on peut voir le résultat, le deuxième cahier des études. Golembourg, Fame, Vertige, der Zauberlehrling, en suspense entre l'axe, l'escalier du diable, la colonne infinie, ou une autre version, la colonne sans fin. Ils sont, comme tous ces études, ils portent une dédicacée pour des musiciens en général qui l'avaient connu. Et Vertige, c'est encore une œuvre qui prouve la maîtrise de la composition, le grand talent. Nous reconnaissons l'écriture du type continuum. Ici, c'est où je voudrais arriver. L'image suivante nous montre une sorte de généalogie. Je pensais qu'à partir de Volumina, qui nous donne des blocs massifs de sons, à travers l'harmonie, où cette bloc massif se cristallise un peu, l'image auditive s'éclaircit. Nous avons des clusters, des accords, une mouvement assez lente intérieure. De harmonies, ils ont résulté des œuvres comme les Elbs portraits, de pièces pour les 2 pianos, où Ligeti utilise la première fois les touches bloquées et puis l'étude touches bloquées. C'est cette image sonore statique avec les accords qui changent gentiment. Et puis d'harmonie, si on regarde bien les accords utilisés dans l'harmonie commencent à couler dans continuum. Et l'étude pour orgue coulé, c'est seulement une variante du continuum. Il mis encore une plan sonore, les pédales. Et l'étude der Zauberlehrling, il écrit en même manière.
déjà pour désordre et pour vertige, ça se passe une sorte de multiplication de continuum. On reconnaît les petites séquences chromatiques descendantes, mais qui commencent à se mélanger, à se superposer. Et dans la vertige, c'est, disons, une sorte de point culminant. C'est parce qu'à partir de cette séquence chromatique, vous pouvez aller à l'image suivante, M. Meus. Ligeti crée une sorte de canon, une fugato perpétuelle dans laquelle les voix se chevauchent et s'enchaînent, créant une tourbillon déconcertante. Une source d'inspiration a été l'étude numéro 60 de Kramer. Ligeti note dans une notice trouvée à Basel exacte cette étude et il explique ce qui l'intéresse. La double mélodie dans les deux mains, et il continue, mais avec un déphasage polymétrique. Le titre noté initialement pour cette étude est une suggestion plus claire de son première intention, Labyrinthus. Et puis, cet titre se transforme en vertige. Généralement pour les études, mais aussi avant, Ligeti part d'un nom au pouvoir évocateur, souvent très visuel, et puis cette première nom s'est transformé, c'est pas une nouveauté. Ailleurs, il note vertige, rapide, la chromatique tire en permanence vers le bas, la figure complète est poussée vers le haut. Et c'est vraiment l'essence de cette étude. Si l'on rapproche l'étude de Kramer et la métamorphose de Ligeti, on constate que le premier conduit effectivement deux mélodies dans chaque main. On peut voir un peu le commencement de Kramer en haut. Mais ces petites mélodies sont synchronisées dans des legato courts et le phrasage c'est réalisé par sept legato différents. Et à Kramer, le nombre de voix est constant. Il joue jusqu'à la fin ces quatre voix. Contrairement à cette étude, dans Vertige, les plans mélodiques sont majoritairement linéaires et descendants, de longueur variable et surtout, elles sont indépendantes. Elles créent une polyphonie très complexe. Pour comprendre le but de Ligeti, nous devons d'abord découvrir le mécanisme de cette étude. Il travaille avec un élément constitutif simple, une séquence initiale chromatique, isorhythmique et descendante de 16 sons. Ceci est soumis à trois opérations, le changement du son initial, la modification de la longueur de la séquence et la variation de la période d'apparition de cette petite motif continuum. Dans l'image suivante, dans la présentation, nous avons vérifié cette opération pour la première section de l'étude, c'est-à-dire les mesures de 1 à 24. Le comportement du son initial est indiqué dans le tableau. On peut voir vraiment comme il monte d'une manière chromatique. Et à un moment donné, il commence un deuxième canon. Le premier, on voit si, do, ré bémol, ré, mi bémol, mi, fa, sol bémol, ou plus tard, il réapparaît comme fa dièse. Mais le deuxième canon commence sur fa, et puis il montre sol dièse. C'est une petite faute là. Et la bémol. C'est intéressant que le premier motif continuum, il est répété 21 fois, et puis les autres de plus en plus moins. Et après ces sons initiaux, nous remarquons d'abord le canon qui se multiplie à 3 voix, et puis dans la mesure 12 à 4 voix. C'est
et il reste avec cette canon à 4 voix jusqu'à mesure 19. Quand il entre le deuxième canon, le nombre de voix devient variable. La longueur des séquences est également modifiable indépendamment du son initial. Et on peut voir dans le tabelle d'en bas le numéro de son pour chaque séquence et le numéro de répétition. De nouveau, on peut voir que le premier motif, il est répété très insistant et puis presque chaque motif se change. Les changements qui se produisent à l'entrée de chaque voix génèrent une rythme d'ensemble, une pulsation qui s'accélère progressivement. Si vous pouvez montrer en haut, nous avons une graphique qui montre le moment d'entrée de chaque séquence de continuum. Et en bas, on peut voir le rythme de cette entrée de motifs. Il essaye de voir 8, 7, 7, 5, il revient à 8 et puis de nouveau, c'est plus vite et dans l'ensemble, ce rythme de l'entrée des motifs s'accélérait. Et pour faciliter la visualisation des processus décrits jusqu'ici, nous avons réalisé une représentation graphique des auteurs. Comme ça, on peut voir l'entrée aussi du deuxième canon et l'accélération du premier. La principale nouveauté est la généralisation du concept du continuum, une généralisation que Lei-Ling Chang appelle continuum de densité variable. Elle explique comme ça. La densification suit ici la logique de configuration spécifique du continuum, succession et simultanéité des échelles chromatiques déplacées et enchaînées canoniquement. C'est au début de l'étude un canon à l'unisson à 3 voix. En effet, rappelons que dans Continuum, nous avons 2 plans sonores indépendants constitués de segments chromatiques courts et nous pouvons facilement voir que dans Vertige, ces segments s'étendent et que l'indépendance des plans sonores est sacrifiée. Nous avons par exemple un motif de 21 sons, commençant par Do à la mesure 17 et qui se termine dans le registre grave dans la mesure 19. La taille attendue ne permet plus de gérer séparément les segments chromatiques. La polyphonie, c'est difficile de réaliser. La corrélation entre la longueur de ces segments et les moments d'attaque conduit à une fusion de ceux-ci. La fin d'un segment est reprise par la main gauche pour faire place à un nouveau segment dans la main droite. En même temps, nous avons une succession de segments, mais aussi une simultanéité entre leurs différents moments. La densité passe d'une gamme chromatique initiale à 3 et à la fin de la troisième mesure. À partir de là, le nombre de voix simultanées est variable. Si on pense en vertical, on peut voir ce sont des moments où on a 4 jusqu'à 5 segments qui se sont superposés. La ligne représente une séquence chromatique descendante. On peut voir que nous ayons un stretto progressif, un perpétuum mobile et une sorte de canon variable dont déjà on avait parlé. Cette impression est contredite à partir de la mesure 25. Ici, un nouveau plan sonore s'insinue dans la base, indépendant du canon. À mesure 34, une autre entre en force, cette fois au-dessus de ce canon. Les 2 nouveaux plans sonores disparaissent dans les mesures 61-63 et
Et puis jusqu'à la mesure 107, le canon revient au premier plan. La dernière section commence avec la réapparition du plan mélodique indépendant. Cela dessine la structure de l'étude en alternant les deux types de sections. Mais le plus important est l'existence d'une polyphonie ostinato variée sur laquelle se superposent des autres plans mélodiques à rôle presque ornemental. On peut imaginer Vertige comme une hyperpassacaille. Aussi, nous trouvons une écriture similaire dans la prochaine étude der Zauberlehrling, où la densité des segments descendants chevauche augmente jusqu'à 4. Et bien sûr que les études pour piano constituent une part importante de l'héritage de Ligeti. C'est on peut dire un compendium, un recueil du style ligetiien dont le continuum devient principe de composition. Merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez courte pour gagner du temps. Merci beaucoup, madame, et j'espère que vous avez pu présenter l'essentiel de ce que vous aviez préparé, ou sinon, n'hésitez pas à prendre la parole encore quelques minutes L'essentiel, si, c'est bien. si le jugez nécessaire. Non, c'est bien. C'est très bien. Un grand merci, madame. Oui, merci Y pour a-t-il des l'occasion. interventions? Et merci à Personne Monsieur ne semble Gaius se, pour l'aide. personne ne semble se manifester. J'espère que c'était compréhensible ce que je présentais. Tout à fait. Alors, moi, j'ai pas vraiment une Tout à fait, question, oui. mais merci beaucoup pour votre présentation. Et puis, euh, je voudrais revenir un tout petit peu à ce que Anne avait évoqué tout à l'heure avec l'idée d'humour, parce que je trouve qu'ici, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est à partir de la mesure 34-35 où des valeurs longues arrivent hein, dans cette C'est un autre plan sonore, oui. on entend ces espèces de dilatation sur un fond général et ça me fait penser quand j'entends ça à ce qu'on a, et là pour le coup c'est revenir sur l'idée de l'humour, dans les trois pièces pour deux pianos et dans la seconde pièce on a aussi tout un travail canonique qui se réalise et il y en a aussi à un moment une mélodie qui vient se déployer de manière lente et là pour le coup on peut parler d'humour, Anne, puisque cette petite mélodie qui vient se déployer en canon sur le canon de la trame beaucoup plus serrée, c'est l'évocation de Frère Jacques. Euh, je ne pensais pas à ça, mais c'était intéressant. Oui, oui, dans la deuxième pièce, il y a Frère Jacques qui arrive. C'est très, très drôle d'ailleurs. C'est un tout petit peu déformé, mais enfin, on le reconnaît assez facilement. Voilà. Et que cette pièce Vertige, comme d'autres évidemment, me fait songer aussi à ce que Ligeti fait déjà dans la dernière pièce des Musica, à savoir quelque part anéantir l'idée de la compréhension du canon. C'est pas, l'idée n'est pas nécessairement d'entendre le canon devient comme un outil pour créer une trame, et il l'a fait encore bien souvent après Musica Ricercata et avant les études. Je pense que tout ce qu'on appelle la micropolyphonie chez lui, que ce soit dans Lontano, est fait à partir de ce principe de canon pour déterminer une trame en particulier. Oui, oui. Cette technique de superposer des plans sonores vite avec des plans sonores lents, c'est déjà fait dans Musica Ricercata, le septième. Et c'est une technique qu'il utilise dans plusieurs œuvres pour piano. Mm.
Oui, tout à fait. C'est une technique vraiment récurrente chez lui, hein. Cette idée de canon ou de voix superposées qui se manifestent à différents moments, c'est vraiment une technique qu'il a toujours utilisée. Oui, sa pensée un peu géométrique, on peut dire comme ça, c'est plutôt polyphonique que harmonique. Ah oui, certainement, certainement. Et cette idée de récurrence, on le trouve aussi dans les motifs musicaux, dans les thèmes, parce que déjà en musica cercata, il utilise des matériaux sonores d'avant. La thème de la première part de la sonatina pour le quatre mains devient la troisième partie de Ricercata avec la terce. Et la mélodie de la deuxième partie de la sonatine pour quatre mains, c'est la mélodie de la septième partie de Ricercata. Ta, 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 tam, ti, ta, ta. Mm. Mais dans la sonatine, il le joue dans des accords assez lents et assez égaux comme rythme. Et puis il existe, je crois que dans le trio, il reprend de nouveau cette mélodie. On peut trouver des choses de la jeunesse de Ligeti, des petits motifs, des petits trucs qu'il utilise Jusqu'à la jusqu'à la fin, fin. certainement. Mais chaque fois à un autre niveau, ce n'est pas un recyclage, copy-paste. Chaque fois qu'un truc revient à un autre niveau, un peu déformé, un peu changé. Oui, il complexifie il garde Oui, un peu le même il a oui, procédé et il complexifie. Voilà. oui. Est-ce que je peux une vite question? Oui, oui. Ah, merci beaucoup. Non. J'étais très intéressé avec au début que vous avez qu'est-ce que Ligeti a dit de jouer le piano, comment c'est la combinaison de le physique et aussi le mental dans la composition. Oui, oui, oui. Et je voulais aussi que vous avez dit dans cette pièce, c'est l'opposition de quelque chose qui monte et quelque chose qui descend. Et Oui. je voulais demander si vous avez pensé à cette dimension de comment c'est affecté dans la grande architecture du registre, comment on a, parce que c'est très intéressant comment Euh, ça se passe, comme on a le vu dans mouvement le est premier livre. descendant, mais chaque fois, il monte plus haut, il descend de plus haut chaque fois. Oui, ça donne la base de l'architecture de la pièce. Et aussi comment L'ambitus, oui, l'ambitus, oui, qui je change. n'arrive pas de vérifier, mais c'est déjà, c'est assez, il aime aller dans les registres extrêmes de piano, Hmm, dans les études dans plus des études, il laisse le registre médium vide et puis les choses se passent en haut et en bas. Ou d'autres mouvements comme dans l'apprenti sorcière dans Der Zauberlehrling. C'est un mouvement comme, un peu mathématique parce qu'il commence du milieu du clavier et il descend avec les deux mains dans l'extrême de bas. Et d'un moment à l'autre, il commence avec le do le plus haut du piano avec l'autre main dans une terce inférieure. Oui, hmm. il utilise vraiment, exploite toute la claviature. Merci, merci. Oui. Alors aussi, dans les études, certaines se terminent comme Automne à Varsovie dans l'extrême grave, et puis d'autres se terminent dans l'extrême aigu.
Et puis, Donc, je crois, fanfare, il me semble. Oui, il a comme dans le continuum, l'appétence de finir comme dans une explosion, les deux mains dans les deux extrêmes. aussi. Mais enfin, on trouvait déjà chez Beethoven, à certains moments, l'utilisation simultanée enfin, du grave et de l'aigu, avec rien au milieu, à certains moments chez Beethoven, dans les sonates. Oui. Et dans le Varsovie, vous avez dit le numéro 6, Oui, il y a un moment que tout arrête. oui, Et seulement des valeurs longues, valeur à deux longue et voix. à Oui, l'extrémité. Et rien dans le milieu. c'est ça. Et après, ça recommence. Oui. Oui, oui. C'est formidable. Oui, c'est très beethovenien. Oui, Je crois que l'escalier du diable se finit avec les deux mains dans les deux extrêmes, si je me souviens bien. aussi, oui. Et je pense qu'il y a là, dans les extrêmes, quelque chose que Ligeti, je ne sais plus si je l'ai lu ou s'il en parle dans le film, mais il y a quelque chose euh, qui fait que une fin qui se termine vers le haut du clavier ou vers le bas, c'est une espèce d'invitation à poursuivre le voyage. Euh, je crois, je ne sais plus dans quoi j'avais lu ou entendu dire que Ligeti disait, ben, ma musique, en fait, c'est comme si vous ouvrez une fenêtre, elle passe, et vous fermez la fenêtre, mais elle continue son chemin, en fait. Et je pense que terminer comme il le fait vers les extrêmes du clavier, c'est se dire, on pourrait poursuivre au-delà. Oui. Et, bon, avec les aigus, on peut s'imaginer que le son devient si haut, si aigu, qu'on ne peut pas entendre, mais il existe. Et la musique continue de plus en plus non. Mais moi, je voulais intervenir sur ce point et reprendre ce que dit aussi Jean-Marie. Ligeti, effectivement, dit ma musique s'ouvre, elle existe avant que nous ne l'entendions et elle se poursuit après que nous l'avons entendue. D'ailleurs, les mesures de silence qui sont systématiquement placées l'indiquent assez bien. Et c'est aussi vrai dans l'espace, puisque je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait une dramatisation du discours. Quand l'espace se devient si ample, si creux, si extrême, il n'est pas dramatique, il se poursuit effectivement. Et il faut bien pouvoir retrouver dans l'architecture de ce compositeur ce qu'il dit lui-même. Il dit quand j'ai découvert Aïcher, j'ai eu l'impression que j'avais fait la même chose que lui. Il n'a pas imité du tout le graffeur, mais il a cherché comment dire, des formes paradoxales, c'est-à-dire des formes qui dépassent les limites de ce que l'on attend et qui laissent naître à l'intérieur même une autre dynamique, une autre forme. Quand on regarde les triangles paradoxaux qui sont proposés par ces énigmes de Escher, on retrouve cette même chose chez Ligeti. Escher peut le faire, peut nous donner cette impression-là parce qu'il est dans l'espace. En musique, que peut-on faire? Que peut-on faire sinon lancer des choses et c'est le temps qui va les faire se poursuivre. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, mais qui est très peu langagier, à mon avis, très peu narratif. Il y a quelque chose qui a une force, pour moi, assez tellurique. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Je reviens aussi à ce que l'on dit toujours, on parle toujours de la micropolyphonie. Effectivement, et en tant qu'analyste, bon, je l'ai fait moi-même avec mes étudiants, on prend le détail de cette polyphonie qui s'élabore avec des raccourcissements dans les entrées, une progression dans les intervalles. Mais je me suis souvent posé la question de savoir si ce terme de polyphonie que nous employons, de contrepoint, qui est un de nos outils analytiques, il trouve là sa limite, c'est-à-dire qu'on n'entend plus de contrepoint, on entend, comme le disait Jean-Marie, on entend une trame, on entend quelque chose qui a un grain et qui va devenir une masse. Enfin, c'est ma perception de Ligeti, elle ne vaut que ce que je Euh,
c'est vraiment difficile de jouer polyphonique, de manière polyphonique les choses au piano parce que c'est très dense, la texture. Oui. Comme vous l'a dit Madame en avant, on ne peut pas contrôler physiquement notre main pour faire deux ou trois choses différentes. Oui, ce que je voulais dire aussi, si vous me permettez, c'est l'importance du chromatisme. Enfin, l'utilisation du chromatisme en permanence dans ces études-là. Hein. J'ai toujours dit d'ailleurs qu'on devrait faire une étude du chromatisme depuis Gesualdo jusqu'à Ligeti. Ce serait intéressant. Mais en tout cas, Ligeti, avis aux musicologues, hein. En tout cas, Ligeti utilise énormément le chromatisme dans ses études. Hein. On ne le voit pas encore tellement dans Musica Ricercata, hein, je pense, mais dans les études, oui. Et puis, dans les œuvres pour orchestre aussi. Donc, le chromatisme est omniprésent chez lui, il me semble. Hein. Oui, ben bon, dans les études, il fait des partages, même s'il ne l'écrit pas chromatiquement, mais ce sont les partages touche blanche, touche noire entre les deux mains. Ça déjà devient chromatique sans qu'il l'écrit comme ça. Dans des ordres déjà, n'est-ce pas? Oui. C'est rien chromatique dans l'écriture, mais l'effet sonore, ça devient chromatique. Voilà. Et peut-être pour revenir sur ce que Marie-Noël disait, je pense qu'effectivement, l'idée de construire une trame à partir de la polyphonie est un des objectifs de Ligeti. Et il fait référence lui-même, je crois que c'est dans le film qui lui avait été consacré, le portrait, où il parle d'Ockeghem en disant qu'Ockeghem lui l'avait marqué de manière très très importante, où en fait la conduite polyphonique finissait par devenir quelque chose de statique en fait. Il dit, on a l'impression que cette musique se déploie, elle coule, mais il en résulte une forme de statisme. Et je trouve que dans beaucoup de ces études et dans d'autres pièces, évidemment, il y a cette dimension-là. Marie-Noël, je ne sais pas ce que tu en penses, enfin, que vous en Je pensez. suis tout à fait d'accord. Et créant ces masses, comment dire, ces masses qui pourraient être statiques, il va les travailler quant à leur contour. Quant à leur contour, donc il va les déployer, les jeter dans l'espace, et cette direction, elle est indiquée, elle trouve les limites de l'audible, parce que quand ça devient très aigu, très grave, on n'entend plus, mais on sent très très bien que c'est parti au-delà. Et étant parti au-delà, il fait redémarrer à l'intérieur de la forme autre chose, une autre dynamique, et il crée ces directions paradoxales. Et c'est ceci qui me donne à comprendre qu'il ait pu dire que quand il a créé ces formes-là, il cherchait des paradoxes auditifs, et voyant les gravures d'Escher, il s'est dit, mais bon sang, il a fait la même chose, j'ai fait la même chose, nous travaillons dans la même direction. Il ne s'en est pas inspiré, hein, il ne connaissait pas Escher avant d'avoir composé. Et c'est ça qui est assez fascinant pour moi. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans les graphiques qui ont été proposés par M. Miller, c'est que les voyant défiler, vous avez peut-être trouvé ça un peu saugrenu, j'ai pensé à Xenakis. On avait un petit peu l'impression que les graphiques étaient les dessins préliminaires de Xenakis avant le travail pour la mise en musique, disons, ou la réalisation sonore de ces masses qu'il dessinait en tant que, quand même, architecte. Et il leur donnait vie à travers des textures, des trames. Bon, il les calculait de manière totalement différente. Hein. Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais cette idée m'est venue. Et les graphiques que l'on fait émerger à l'aide de l'outil informatique, des trames, des directions de Ligeti, sont une espèce de travail inversé en miroir. Voilà, l'idée qui m'est venue à l'écoute de cet exposé qui était très intéressant. Oui, merci. Mais le statisme chez Ligeti, c'est une illusion parce qu'on entend une masse, mais à l'intérieur, ça bouge. Et c'est comme une chose très vivante, fermée dans une boîte.
On voit la boîte, c'est statique, c'est fixe, mais à l'intérieur, c'est vraiment très, très vivant. Et l'illusion de statisme, ça vient paradoxalement de ce mouvement très vite et des strates superposées. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Ça toi. donne une illusion de statisme, n'est-ce pas? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marie-Noël, pour la question de statisme. En fait, il y a une unité dans l'écriture, c'est le même type d'écriture, mais moi, j'appelle pas ça du statisme, le même type d'écriture, tu vois? Excuse-moi, je n'ai pas parlé je ne dis pas que l'écriture est statique. Ce que je dis, c'est que chez Ligeti, il crée une trame. Elle n'est pas statique, mais il la crée par la vitesse du contrepoint. Et Oui. ensuite, cette trame, il va la faire bouger. Elle n'est jamais statique. Ah oui, Mais non, je me suis mal exprimée. Elle n'est pas statique, mais telle qu'elle est, si on ne la faisait pas bouger de l'intérieur par des micro-transformations, elle resterait inerte. Et c'est parce qu'il y a à l'intérieur ces toutes petites déviations d'une croche, pour ce qui est d'une croche, d'une noire, ou bien d'un demi-ton, ou bien l'ajout d'une note. On voit bien la technique dans le continuum, c'est quand même celle-là à la base. Et à partir de là, à partir de cette, comment dire, cette texture qui est potentiellement en mouvement, il va la faire bouger et il va dessiner quelque chose qui relève du geste et comment dire, du geste plastique. d'accord. Oui, alors avec les comparaisons avec Xenakis, je crois qu'on peut faire des comparaisons à toutes les époques, c'est-à-dire qu'il y a des points communs entre les compositeurs, que ce soit les peintres, les compositeurs, enfin tous les artistes d'une même époque, on va trouver des points communs, hein, Oui, de oui, toute façon. non, la seule chose que je voulais, qui m'y a fait penser, c'était les dessins fournis par l'ordinateur. Quand on écoute Xenakis, on analyse une œuvre, on va chercher évidemment les dessins préliminaires, c'est tout. Et je disais qu'on avait une image inversée, que l'ordinateur nous fournissait des dessins a posteriori de ce qu'avait fait Ligeti. Et quand on fait de l'analyse de Xenakis, on se dit, tiens, qu'a-t-il dessiné avant de réaliser l'œuvre? Ça ne va pas plus loin qu'en comparaison, c'est juste une idée qui m'est apparue. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Voilà, Il y a- quand même, le terme statisme est utilisé par Ligeti lui-même, hein, quand même, il faut le Oui, préciser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Hein, d'autres. et que je crois que c'était dans cette conférence qu'il avait donnée à Bruxelles, il parlait à un moment du statisme en disant c'est un statisme où il se passe énormément de choses et il avait comme image la fourmilière qu'on pouvait voir de loin et de laquelle on se rapproche et on voit toute une texture en mouvement. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il y a deux termes à retenir chez Ligeti. Il parlait toujours d'illusion. Donc, Amalia, je rejoins cette idée. L'illusion et la limite. Toujours essayer d'atteindre les limites dans tous les domaines de l'écriture. Sinon, je ne sais pas si... Merci beaucoup. Oh, pardon. Pardon. Oui, non, non, je vous en prie si vous vouliez C'est parce que je vous écoute. j'ai vu il y a très peu de temps, hier, peut-être connaissez-vous cela, une thèse de doctorat de Nicolas Bonichot, peut-être certains d'entre vous le connaissent, La construction du temps musical chez Ligeti. Donc on pourra mettre cette référence bibliographique sur le site, sur les sites. Et puis il y a aussi un article de Marton Kierekfi, mais qui est déjà cité par d'autres musicologues et peut vraiment alimenter la discussion qu'on a eue aujourd'hui. C'est très très intéressant ces deux ouvrages-là. Voilà, et qu'on trouve sur Internet. Donc, on pourrait mettre les liens. Très bien. Merci beaucoup. Il est 4h30 passé. Je pense qu'il est tout doucement temps de conclure cet après-midi en remerciant encore les passionnantes présentations qui ont été proposées par Jean-Marie Renz, par Monsieur Miller, par Madame également, et par la qualité des échanges une fois de plus. Grand merci, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et au plaisir de nous retrouver pour un prochain profil d'une œuvre.
Juste une petite chose, si vous me le permettez, nous lançons ici l'appel, aussi bien l'ASBAM que l'ASFAM, appel à propositions pour organiser des journées comme celle-ci sur d'autres compositeurs, d'autres œuvres qui pourraient faire l'objet de présentations et de discussions analytiques. Faites passer le message. Très bien, bonne idée. C'est vraiment des moments d'échange formidables. Je trouve ça vraiment de très, très, très bons moments. Un petit mot, si je peux me permettre. Éventuellement, si vous me permettez de faire une photo d'écran en mode panoramique, enfin, je trouve que ce serait une bonne idée qu'on puisse mettre sur nos sites respectifs un petit souvenir photographique de cette séance. Si vous souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez ne pas allumer votre caméra, mais sinon, je vous aurais proposé de prendre un petit cliché, Attends, Nathalie, je vais me recoiffer. comme vous voulez, je vous préviens. Oui, c'est le moment d'apparaître, au contraire. Et Donc, oui, d'accord, 3 personnes qui n'ont pas allumé leur caméra, donc je sais pas si elles sont parties prendre une pause, mais sinon je vais faire. Jean-Pierre, t'as Jean-Pierre, il faudra que Jean-Pierre, tu ne veux pas te montrer, c'est une excuse, ça. Oui, je Oui, suis ça, en oui. pyjama, en fait, c'est ça. D'accord. Non, Bon, je voilà, sur mon portable, ma caméra est en panne. non, mais alors tu nous enverras ta photo Ouais. et on la Oui, collera sur. oui, j'aurais dû coller la photo dans une photo de moi. Attendez, je regarde si j'ai le temps, mais le temps que vous fassiez. Pyjama, hein. Tu y arriverais. Attends, mais il faudrait que je change mes. Voilà, c'est le temps que je change mes paramètres, ça va être. Je peux pas le Il faire. faudrait rappeler aussi que cette séance doit effectivement laisser des traces sur nos sites Internet. Donc, les communicateurs peuvent envoyer une version écrite de ce qu'ils ont dit ou retravailler ce qu'ils ont dit. Et puis, ceux qui n'ont rien dit peuvent aussi envoyer des textes qui seront, alors, on les passera par une petite relecture pour voir si ça convient, mais le but est celui-là. Enfin, voyez les pages qui concernent les séances précédentes. Il faut qu'il reste des traces de tout cela. Je devrais avoir un fond. Ça n'a pas l'air de marcher. Attendez. J'ai un problème. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à insérer une image. Je suis désolé. En fait, il dit ça, mais c'est parce qu'il est encore en pyjama. C'est pas grave, il y en aura des prochaines. J'en ai pris plusieurs, on regardera là où on est les mieux, et puis on l'enverra à l'ASBAM aussi, comme ça, si vous voulez, ça nous fera un petit. Il y a pas possible. Je n'arrive pas à mettre une. Je crois pas. Je clique sur une photo et ça fonctionne pas. Tu ne pourrais de toute façon pas nous la montrer. Désolé. Parfait. Merci à vous. C'est enregistré. À une prochaine fois. Merci. Eh bien, fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.